C'est bon, ça y est. Mais qui vous a dit d'entrer? J'ai le concept de l'hebdo. Ça y est, je l'ai dans les mains, c'est sur cette feuille, regardez. Et ça dit quoi? Eh bien, ça dit que... eh ben non, je me suis trompé de feuille. Vous vous foutez de moi, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Justement, je pensais l'avoir, mais en fait, ça tombe bien, l'hebdo commence maintenant, on n'a qu'à écouter ensemble, donc... Taisez-vous. D'accord. Taisez-vous, lancez. Oh, bonne idée. Bonjour, bienvenue à vous et ravi de vous retrouver. L'hebdo clap, 33e cette semaine. Les politiques et les réseaux sociaux, une histoire de « je t'aime moi non plus ». Bientôt les vacances et l'impatience grandit au sein des sociétés. Qui est prioritaire sur les dates? On va vous répondre dans un instant. Une décision qui fait grincer des dents. À compter du 1er juillet prochain, les prix vont flamber pour nos achats sur les plateformes en ligne étrangères. La raison est les taxes douanières qui entreront en vigueur. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? De combien vont augmenter nos petites factures? On aura un expert pour nous répondre, un expert dans le domaine de l'e-commerce qui va nous rejoindre dans un instant pour tout nous expliquer. Il s'agit de Zouheir Lardissi, c'est le vice-président notamment de Maroc Numérique Cluster. Et comme chaque semaine, du sport et bien évidemment de la musique. L'hebdo, c'est parti! Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Fatia, comment allez-vous? Bah écoutez, plutôt pas mal. C'est vrai. Plutôt pas mal. Est-ce que tu t'es remise de tes pérégrinations Marrakchi? Point encore, je pense que ça va prendre un tout petit peu de temps. Très bien. Hein, Pourtant, ça a c'était été, fabuleux. voilà. Mais mes zygomatiques ont extrêmement bien On les fonctionné. a beaucoup sollicités Voilà. aussi. Beaucoup. Voilà, c'est très bien. On C'est te vrai, remercie. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'était fort agréable. C'était glorieux, Puisque effectivement. si vous nous avez suivis, et que vous pouvez d'ailleurs re-regarder, la spéciale en direct du Marrakech du Rire, D'ailleurs, on vous où l'équipe de incite fortement chroniqueurs à a le faire, ouais. été extrêmement déstabilisée. On va voir si eux se sont remis de l'expérience. Dans cette émission, je vous le disais, nous allons beaucoup parler de la vente en ligne. Et justement, nous débutons par l'image de la semaine. Vous pouvez la découvrir en ce moment même sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, mais aussi radio2m.ma. L'image de la semaine, donc, c'est ce joli mouton qui fait toc-toc sur un écran d'ordinateur et qui dit « Achetez-moi ». C'est une grande première cette année pour l'Eid. Vous pourrez acheter votre mouton en ligne. Vrai de vrai, plus besoin de vous déplacer. Vous choisissez, vous achetez, vous êtes livré. Il suffit de télécharger l'application My Hanok Market. Et si vous vous demandez pourquoi ce nom, eh bien en fait c'est juste l'abréviation de l'Association nationale ovine et caprine. Alors l'avantage énorme, c'est que l'acheteur est en contact direct avec l'éleveur et du coup plus d'intermédiaires et du coup eh ben, c'est moins cher. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas choisir, vous ne pourrez pas voir votre mouton avant de l'acheter, comme aime le faire une bonne majorité de Marocains. En tout cas, l'application en question a été lancée officiellement ce mercredi avant-hier par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadeghi, plateforme e-commerce, donc My Hanok Market, pour acheter vos petits ou vos gros moutons. Vous en pensez quoi? On en pense que c'est une bonne chose, seulement ce que ton histoire ne dit pas, c'est pas où acheter le mouton, c'est comment l'acheter, à quel prix l'acheter. Parce À quel qu'apparemment, prix? Est-ce qu'on va être livré ou pas? effectivement, on n'a pas tant livré, c'est juste avoir Mais le non, pognon pour l'acheter. Parce qu'apparemment, le mouton ne déroge pas à la règle de tout le reste. Ben Et non. que c'est Non, mais là, extrêmement cher à cette année. Il est partir cher Voilà. cette année. Alors, il est aux alentours de combien, là les Aux alentours de beaucoup trop cher. Je sais pas, j'ai pas les Moi non prix plus, j'ai exactement. le prix pas d'un le- scout, j'ai pas le prix d'un montant. scout. Voilà. Non, j'exagère, mais voilà, est cher. c'est très cher. Et puis, Au prix d'un scout, c'est-à-dire que tu pourras monter dessus et Oui, faire mais une longue justement, balade avant de le puisqu'il monter. est, Il y a pas encore de puisqu'il est- carte Grégory. Alhamdulillah, puisqu'il est très cher et puisque ça va éviter à de nombreux Marocains l'intermédiaire, parce que ça peut doubler avec l'intermédiaire, oui, c'est bien quand même énorme hein, Oui. la marge. Donc c'est quand même une bonne petite nouvelle, moi je trouve. Moi non, enfin, je sais pas. Toi, il faut que tu vois, il faut que tu te touches. Il a besoin de tâter, en tous fait. les Il Marocains, a parce besoin. qu'en fait, c'est ça, la fête, Faire tate toujours avant d'acheter. Je suis Tu très dois tactile, mon tâter frère, le je suis très terrain. tactile, mais c'est normal. Il a besoin Non, de mais tâter. c'est pas ça. Non, il est con, lui. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est que voilà. L'oreille du mouton. L'Aïd Adha, c'est ça, c'est sortir, aller au souk, voir les gens, voir les moutons, le bétail, etc. Rentrer dans. Faut voir les dents aussi, il faut faire un petit contrôle des dents. Oui, effectivement. Voilà, c'est ça, ça fait partie de l'Aïd Adha. C'est pas. Regarde les dents. Hein C'est- Non, je sais pas. Non, les dents, Ouais, c'est pour. tu c'est regardes pour les dents, voir toi, le l'âge. mouton Ouais, c'est pour Non, voir pas l'âge. moi, Mais je là, vois là, pas, tu mais- l'as en fait, l'âge. Tu as l'âge,
le poids Le de ton pédigré, mouton, la race le aussi. pédigré, C'est ça. et tu La peux le race. voir en image. La nationalité, le sexe. Non. Je sais pas. Pour moi, la trace, c'est ça. Ce n'est pas que tuer le mouton, manger des brochettes. Non, c'est sortir, Toi, t'es aller dans pour les ou souks, contre, etc. Mais c'est ça Rimel mon truc. Moi, je suis de la nouvelle génération. J'aime bien tout ce qui est digitalisé. J'aime bien cette application. Franchement, pour moi, déjà, ça va éviter les schnara. Donc, Bah, ce sont les intermédiaires, C'est une très dont bonne on vient de chose. parler, Les intermédiaires, Triet, exactement. Et en plus de ça, tu es en contact direct avec l'éleveur. Donc, au cas où il y a un problème ou quelque chose, tu le recontactes direct. J'imagine que c'est surveillé par le ministère de l'Agriculture et par l'ONSA aussi. Donc ouais, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une bonne initiative. Bon, on va demander aussi l'avis de notre invité. Je vais bousculer un tout petit peu le conducteur. C'est le moment de faire entrer notre invité. Il est cofondateur de plusieurs entreprises dans le domaine du digital au Maroc, mais aussi au Moyen-Orient et en Europe. Il est également consultant en transformation digitale, grand jury de l'initiative World Summit Award et vice-président de Maroc Numérique Cluster. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Zouhir Lartissi. L'invité. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci D'avoir accepté notre invitation. On a besoin de vous, Zouhir. On a vraiment besoin de vous pour tout comprendre. Je vous fais réagir. La vente en ligne de moutons, ça vous parle, vous ou pas? Tant que c'est fait au Maroc, tant qu'on n'achète pas de moutons chinois à 1000 dirhams, pour l'instant, c'est bon. Ça encourage l'agriculture On n'a pas locale. pensé aux moutons chinois. Bah oui, parce que c'est l'actualité du moment, hein, tout ce qui est effectivement à la transaction sur. C'est pour ça qu'il est là, transaction sur Internet. Donc on peut tout acheter. Je pense qu'on peut. Mais aussi c'est bien pour vous, acheter c'est des une bonne moutons. nouvelle. Après, on ne sait pas s'ils se mangent, hein, les Oui, moutons. moi je trouve, sincèrement, que de toute façon, on va s'y mettre. C'est le progrès, il prend son chemin, on va y arriver. De la même façon qu'on disait qu'on ne pouvait jamais acheter un livre en ligne, qu'on ne pouvait jamais acheter des fringues en ligne, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Et je pense que c'est l'avenir. Aujourd'hui, Covid nous a prouvé aussi qu'on ne peut pas en fait continuer à faire les choses telles qu'elles se sont faites dans le passé. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que, je donne des statistiques, mais c'est important. Aujourd'hui, le Marocain moyen passe 5 heures sur son téléphone. Demain, nos enfants qui sont aujourd'hui déjà dans le métaverse passeront 12 heures, 13 heures dans le métaverse. Et donc, en fait, le plus gros de notre vie, on va le passer ailleurs. C'est malheureux, C'est horrible, c'est horrible. Franchement, je suis très... je ne veux pas... C'est des vieux qui parlent. Oui, normal. c'est vrai. Alors, je vais vous dire, moi par exemple, j'ai eu des discussions avec des amis qui m'ont dit, voilà, mon fils, il préfère acheter à $50 un skin sur un jeu plutôt qu'un t-shirt. Je lui ai dit, peut-être qu'il aura besoin plus de skins que de t-shirts. Après, la virtualisation du monde n'est pas forcément c'est pas bien ou mal. Je trouve que la valeur des choses n'est pas forcément liée à leur matérialité, mais liée à leur utilité et à leur usage. Donc, à partir du moment où il y a de l'usage et on n'est pas que sur du buzz et du hype, etc. Mais ces applications créent le besoin aussi. Exact. Et C'est ça qui est dangereux. Alors, oui, elles créent les besoins, mais je pense qu'elles ne peuvent survivre qu'à partir du moment où elles répondent à un besoin fondamental, qu'il soit psychologique, physiologique ou autre. Vous avez parlé de modernisation, vous avez parlé de besoin. Moi, je pense que le vrai progrès sera quand on achètera le mouton qu'on peut se permettre d'acheter et pas autre chose. Et pas seulement le mouton que Donc, les le mouton autres chinois, voudraient. alors. Non, pas le mouton chinois, mais si je tu parles de précise. moyens. Écoute-moi bien, le mouton qu'on peut se permettre d'acheter, pas le mouton que les autres voudraient nous voir acheter. Et voilà. C'est un autre débat, ça. Ah autre oui, chose. mais pour moi, le vrai progrès, il sera là. Le Alors, vrai progrès, il sera là. Zouhir, on va parler d'un sujet qui est plus que d'actualité. La décision qui est tombée il y a seulement quelques jours, début de semaine, fin de semaine dernière, et qui rentrera en vigueur, tenez-vous bien, dès la semaine prochaine. Vous voyez un petit peu le laps de temps. Ce sont des taxes douanières pour tout ce qu'on achètera sur les plateformes étrangères. Déjà, la première question, pourquoi aussi vite ? C'est déjà un progrès par rapport aux décisions de l'AID pendant Covid. Hein. On est passé de 5 heures à 2 semaines en 2 ans. Donc, c'est déjà un progrès. Mais c'est vrai que la décision, d'une certaine manière, elle surprend par rapport au fait que personne n'est préparé, que ça se fait dans la précipitation. Maintenant, on discutera peut-être plus tard l'utilité ou la pertinence de la décision. Il y aura toujours des pour et des contre, mais fondamentalement, je pense que c'est plus une question de timing et de délai qui pose problème. Voilà, qui pose problème pour tout le monde. Alors, on va expliquer juste... Qui a posé la question du timing, moi j'aimerais savoir, connaître la question du pourquoi.
pourquoi nous avons décidé soudain, parce que le soudain on le fait très très bien, nous soudain, Tout à coup X est égal à 2. il fallait taxer les produits supérieurs à 1200, 1250 dirhams. 1250. Donc, alors on va bien expliquer à nos auditeurs, c'est important. Okay. Donc à partir du 1er jusqu'à présent, il y avait une franchise jusqu'à 1250 dirhams. Mais le souci, d'après ce qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement, Moustapha Baïtas, jusqu'à présent, beaucoup la contournaient et faisaient plusieurs envois quand le montant dépassait cette somme. Le porte-parole a donné quelques chiffres qui sont assez intéressants à décrypter. Le chiffre d'affaires de ces transactions, donc de ces ventes en ligne, s'était établi à environ 1 milliard de dirhams en 2021 et pourrait atteindre les 2 milliards cette année. En ligne de mire, bien évidemment, cette nouvelle réglementation, des sources qui pointent du doigt, un géant de la vente en ligne. Je vais le dire sans citer le nom, un géant de la vente en ligne de textiles. Il y a eu quand même plus de 80 000 transactions par mois au Maroc. C'est absolument gigantesque, mais ça démontre un véritable besoin. Je vous laisse répondre à la question de Amine et je vous poserai la mienne ensuite. Très bien. Alors, je pense que la question, c'est pourquoi ? C'est le pourquoi. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est une dérogation. Donc, à la base, tout produit, normalement venant d'un pays étranger, il est soumis en principe à une taxe douanière qui dépend de l'origine. Donc, selon l'origine, c'est différent. Donc, par exemple, en Chine, les produits venant de Chine, généralement, ils sont soumis à 48% de taxes plus 20% de TVA. Donc, ça fait 68%. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, quand même. Non, mais vous êtes sérieux? 70%? 68%. Mais c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. En fait, ils vont pas survivre, alors, ces sites. C'est du racket, carrément. On va pas... Pourquoi aussi cher? Alors, en fait... excusez-moi, je vous interromps parce que là, je suis choqué. Vous êtes sûr de vos chiffres? Oui. C'est les chiffres. Et c'est pour tous les produits? En fait, c'est pour tous les produits qui sont commandés en ligne sur des plateformes e-commerce. Exactement. Ceci avant dérogation. Alors, de toute façon, c'était le cas avant dérogation pour tous les montants qui dépassent 1250 dirhams. Donc, c'était déjà le cas. L'émergence du e-commerce reste quand même récente au Maroc. On parle principalement des 3 dernières années, donc les 2 années Covid plus cette année. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les montants sont tellement importants. Et donc, il y a des enjeux fondamentaux en termes de taxes, de revenus douaniers, etc. Alors, la question du pourquoi est très compliquée à explorer. Mais le pourquoi, finalement, vous y avez un petit peu répondu, Zohair. Les taxes douanières se font sur tous les produits que nous importons pour le e-commerce de la même manière. Sauf que, pour le e-commerce, 68% en tout entre la taxe douanière et la TVA, c'est pas ce qui se fait sur les autres produits. On est d'accord? Alors, encore une fois, juste pour revenir à ce qui a été déclaré officiellement par le gouvernement, il y a 3 choses qui ont motivé cette décision. Première chose, l'équité fiscale. C'est pas normal que quelqu'un qui passe par des plateformes hors Internet pour importer des produits, qu'il soit obligé de payer plus que quelqu'un qui le fait sur une plateforme e-commerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toute la partie fraude, justement, qui a été constatée. C'est-à-dire que, in fine, le montant, la commande, elle était répartie en plusieurs sous-commandes qui ne dépassent pas 1250 dirhams pour échapper à la fiscalité existante. Et comment est-ce qu'on peut, justement, c'est là où j'aimerais qu'on précise cette chose-là, comment est-ce qu'on peut subdiviser des commandes? C'est moi, par exemple, j'achète ce produit qui vaut 100. Je peux pas le couper en 3. C'est-à-dire que ce produit vaut 100, on sait qu'il vaut 100, donc il vaut plus que 1250. En fait, il vaut 10 000, on va dire. Donc, comment est-ce qu'on peut subdiviser c'est quelque chose qui me... Alors, en fait... Excusez-moi, la question qui sous-tend la première aussi, donc ça veut dire aussi que moi, qui importe, j'ai la main sur la facturation de la part du vendeur, en lui disant tu me subdivises ce produit en 10 ou en 20 ou en 50 et tu me fais 50 factures différentes. Donc c'est un peu ça que vous voulez dire. Alors, ça rejoint la troisième raison. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des consommateurs, ou en tout cas en grande partie. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais l'estimation, c'est que 60% des commandes, c'est plutôt des commerçants qui le font. Et donc, ils sont suffisamment structurés pour subdiviser des commandes. Donc, c'est des quantités qui sont importantes, qui sont commandées avec
on va dire, par fraction, et qui vont être utilisés à alimenter des marchands locaux, dans la majorité des cas qui sont dans l'informel. Et donc, en fait, l'État ne perçoit ni, entre parenthèses, ni en amont en taxe douanière, ni en aval en TVA ou en autre... Donc vous voulez dire... Donc vous voulez dire en fait les répercussions de cette mise à niveau, c'est toujours le consommateur qui va les payer, parce que vous imaginez bien que ces commerçants ne vont pas arrêter de commercer, c'est juste qu'ils vont répercuter cette augmentation de prix sur les consommateurs finaux qui est nous, et au passage l'État se sucrera également. Alors, la répercussion est claire sur le consommateur final, ça on n'en discute pas, et c'est pour ça que j'ai parlé de timing, parce qu'en fait, dans un on va dire, contexte où on est déjà, on va dire, sous pression, étranglé par les hausses des différents produits, en fait, le fait d'avoir une sorte de bouée de sauvetage à l'international avec la possibilité de commander moins cher ce qu'on commandait ici au Maroc est bien sûr quelque chose qui va impacter le consommateur. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le modèle économique de ces plateformes, et c'est pour ça que, et là je rejoins un peu ce que disait Ftrier tout à l'heure, le modèle économique, il était basé sur le fait que c'est des produits qui sont vraiment pas chers. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ça va devenir aussi cher ou comparable à l'achat d'un produit au Maroc, soit dans un site marocain e-commerce ou directement au niveau du magasin, ça change. Maintenant, il faut aussi noter que l'impact, il peut être énorme sur le marché du retail marocain. L'impact de ce type de commande, à partir du moment où le Marocain a commencé à expérimenter l'achat en ligne, il a fait des commandes, il a été livré, etc., forcément, il va y avoir moins d'achats qui vont se faire dans le petit... Mécaniquement, bien sûr. Voilà, donc... Moi, je suis en train de regarder en même temps parce que ce chiffre, je le comprends beaucoup mieux, puisqu'avant de vous recevoir, j'ai été sur pas mal de sites en ligne, de ce que même moi, je consomme, ou pas mal de Marocains, que ce soit dans le domaine du textile ou autre. Et la différence, en fait, est déjà là. Nous ne sommes pas encore le 1er juillet, mais les taxes sont déjà très apparentes, où le chiffre est multiplié pratiquement par 10. Par rapport au prix normal. En revanche, Zohel, ce que je n'arrive pas à comprendre, les autres pays eux aussi ont des taxes douanières pour tout ce qui est importé. Donc je suis allée en France sur les mêmes sites et je vous donne une estimation. Un produit qui était acheté en ligne sur un site étranger à 200 dirhams est aujourd'hui sur le site à pratiquement 1200 dirhams. Je ne me trompe pas, j'ai regardé 4 fois. Le même produit qui est sur une plateforme en France, donc qui, importation également, est à 15 €. Le même produit. En l'occurrence, je me suis servi d'une robe, est à 15 €. Donc, vous vous doutez bien, 1200 dirhams, 120 € et 15 €. Donc, n'importe quel acheteur va aller l'acheter sur le site en France et va se le faire expédier. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc pourquoi, et là je suis en train de regarder, donc les chiffres ne sont pas corrects, je suis tombé juste sur les sites. Là par exemple pour la France, il y a taxe douanière qui peut aller de 0, suivant la marchandise, le montant de la commande, de 0 et l'origine, vous avez parfaitement raison, qui va, ce que je trouve, c'est de 0 à 25%, alors que nous sommes à 68%. Comment ça s'explique ? Alors, elle est longue à ma question, mais j'ai juste pour bien expliquer à nos auditeurs. En fait, encore une fois, il faut aussi dire qu'il y a des questions aussi de modèle économique. Je veux dire modèle économique de l'État en soi. On sait très bien que, par exemple, en France, on est, dans un certain nombre de pays occidentaux, on est principalement sur des modèles de libre-échangistes. Et donc, en fait, les taxes douanières ont tendance, depuis très longtemps, à baisser, à atteindre des niveaux qui sont quasiment nuls dans certains cas. Bien sûr, le Maroc aussi est rentré dans ce type de schéma et c'est déjà le cas avec les pays où il y a libre-échange. Donc les accords de libre-échange aujourd'hui qui existent déjà avec l'Union européenne et les États-Unis permettent d'avoir des taxes douanières quasi nulles ou de l'ordre de 2 ou 2,5%, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc encore une fois, ça c'est juste pour expliquer que c'est des taxes qui sont appliquées en fonction de l'origine et c'est important de dire qu'un produit venant d'Europe ou venant des États-Unis, il sera, on va dire, très faiblement taxé au niveau douanier. À l'exclusion de la TVA, bien sûr.
Bien sûr. Alors, les 66%, il faut dire que 20% c'est de la TVA et 48% c'est de la taxe Donc, douanière. alors, parlons de la taxe douanière, c'est 48%. 48%. Bon, déjà, Exactement. 48%, ça Ça, paraît énorme. Mais du La coup- taxe douanière, on a compris Mais- que c'est important. C'est normal à partir du moment où on importe qu'il y ait une taxe douanière. Ce qui choque, c'est peut-être Le montant, le le pourcentage. le Ouais. pourcentage élevé. Encore une fois, là aussi, je pense qu'il y a une question, et moi, à titre personnel, hein, je vais vous dire mon avis propre sur la question. Ouais. Moi, à titre personnel, je suis contre le dogmatisme sur le plan économique. Je pense que dans l'économie, il faut être pragmatique. Beaucoup de pays qui se sont développés dernièrement, dont la Turquie, l'Espagne, etc., ont été très intelligents dans la manière avec laquelle ils gèrent leurs relations douanières. Donc, il faut savoir taxer quand il faut taxer, parce que ça, c'est une question aussi de préservation de l'économie locale, de l'industrie locale. Tout à fait. Maintenant, il faut le faire intelligemment en préservant aussi d'une certaine manière le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, toute l'intelligence, c'est de trouver ces équilibres. Maintenant, moi, je suis contre le principe de libre-échange, je veux dire, total et absolu, parce que je considère que c'est une, je veux dire, c'est ce qui a fait qu'à un certain moment, en fait, on construit l'économie généralement sur deux pieds, sur la demande et sur l'offre. On a toujours, et jusqu'à très récemment, on a toujours construit sur la demande. Ce qui fait que le Maroc a été lourdement endetté, la balance commerciale a été lourdement impactée. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à construire sur l'offre avec des industries comme l'automobile, l'aéronautique, etc. Donc je pense, moi, à titre personnel, qu'il faut trouver le bon équilibre. Des pays comme la Turquie, je peux vous donner des exemples. La Turquie, par exemple, aujourd'hui, ne permet pas à des plateformes en ligne comme Booking, ne permet pas à un client, on va dire un citoyen turc, de réserver sur Booking un hôtel en Turquie, parce que ça fait 25% de transferts qui vont se faire sur Booking. Alors qu'au Maroc, un client marocain va partir à Marrakech, va réserver sur Booking, et 25% de la valeur va partir en devise et va partir à l'étranger, ce qui n'est, je trouve, complètement illogique. Ça a été fait dans d'autres domaines. Maintenant, moi je pense que l'enjeu fondamental, c'est de savoir le faire au bon moment, c'est de savoir préserver le pouvoir d'achat du Marocain, surtout dans un contexte actuel. De crise. Exactement. Et la troisième chose qui est importante, et je pense que peut-être là aussi, il y a quelque chose à faire, c'est aussi à chaque fois qu'on fait ce type d'action, c'est de proposer toujours des alternatives aussi intéressantes aux consommateurs marocains. Exactement. Rimel, finalement, est-ce que cette franchise de 1250 dirhams, est-ce qu'elle va continuer d'exister ou est-ce qu'elle va prendre fin ? Ah oui, bonne question. En fait, elle va perdurer. En fait, elle a pris fin. En fait, le décret fini. en soi, le décret de fait, il annule. C'est une dérogation qui date de 1977. Qui nécessitait quand même une certaine mise à jour. Exactement. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il fallait le faire d'un seul coup ? Là, encore une fois, c'est une décision politique sur laquelle, en termes de timing, de préparation. Voilà. Et soudain, une taxe douanière de 48%. Et pourquoi nous n'avons pas... est-ce que c'est pas, justement, puisque vous parlez de timing, est-ce que c'est pas le moment, et vraiment le véritable moment, de connaître un véritable boom de notre e-commerce ? Pourquoi au Maroc, nous n'avons pas de grosses plateformes comme celle-là ? On a été, et pendant de très nombreuses années, un fabricant de textiles pour de très nombreuses marques à l'international. Petit à petit, notre marché est allé s'éparpiller ailleurs. Mais pourquoi aujourd'hui ? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire combien de e-commerce nous avons au Maroc ? Parce qu'on est loin quand même. Alors, le chiffre qui a été, on va dire, annoncé récemment, c'est on a quelque chose comme 10 000 boutiques en ligne au Maroc. Alors, pour donner un ordre de grandeur, en France, on parle de 240 000. Aux États-Unis, on est sur plusieurs millions de boutiques en ligne. Donc, 10 000 e-commerce pour plus de 2 millions d'entreprises au Maroc. Pour plus de 2 millions d'entreprises au Maroc, exactement. Donc en fait, ça donne en fait une idée sur le fait qu'aujourd'hui, on a un commerce intérieur qui est encore très peu digitalisé. Je pense que le Covid a montré qu'il y avait vraiment des lacunes à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont en train d'être faites dans différentes, d'un côté fédérations, mais aussi départements ministériels. Mais
jusqu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'incentive. L'idéal pour un commerçant, c'est de rentrer sur une plateforme, idéalement gratuitement, et de pouvoir en fait créer sa boutique et peut-être à la limite céder une sorte de petite commission à cette plateforme. Donc l'idéal serait que l'État, d'une certaine manière, subventionne en grande partie cette digitalisation du commerce de détail, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. On va continuer à en parler, on a encore plein de questions pour vous. C'est bientôt les vacances pour vous ? Oui. Ouais, cet été Non, on est déjà en vacances, ça se voit. Voilà, moi je suis déjà en vacances. Lundi, je serai en voyage. Donc je suis... Quand vous aviez un patron, aujourd'hui je crois que vous êtes votre propre patron, vous êtes tranquille, mais quand vous aviez un patron, est-ce qu'il y avait des critères particuliers par rapport à vos collègues ? Est-ce qu'il y avait des priorités ? Des priorités par rapport aux dates de vacances, par exemple, qui va prendre juillet, qui va prendre août, qui ne peut partir qu'en septembre. Il n'y en avait pas ? En fait, dans le monde digital où on était, enfin en tout cas on est toujours, il y a toujours en fait, d'abord il y a beaucoup de contraintes de travail, donc on travaille même en vacances et on est en vacances même on travaille. Quelle horreur, le monde de nous parler. Tout à l'heure, tu nous traitais de vieux avec l'affaire parce qu'on voulait combattre ce modèle-là, et là aujourd'hui même maintenant tu en rigoles. Ben voilà, c'est ce qu'on combat nous. Nous on veut un retour à la vie traditionnelle où quand t'es en vacances, t'es dans ton téléphone, il n'y a pas de mail. Il n'y a pas de WhatsApp, on est tranquille. Sur le monde jingle. Un œil sur le monde. Célibataire, sans enfant, bleu dans la société, bingo, vous remplissez tous les critères ou presque pour ne pas être prioritaire au moment de poser vos vacances. La rengaine qui revient le plus souvent. Ses parents et ancienneté, first. Pas de bambins, pas de vacances, c'est comme ça. Les boss partent du principe que les gens qui n'ont pas d'enfants sont plus souples sur leur date de vacances. Ouais, c'est cela, oui. Comme dirait Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Prendre des vacances quand on a un cœur à prendre, c'est presque une aberration. Et ce n'est pas demain la veille que l'on va sortir le ring et les gants de boxe pour gagner son 15 août. Remarquez, c'est peut-être pas une bonne chose. À quoi bon se battre pour se retrouver avec des centaines d'autres vacanciers sur une plage bondée, les tympans crevés par les cris des enfants surexcités, et il n'est pas normal en plus, soit dit en passant, de hurler constamment à 8 ou à 16 ans. À quand des lieux de vacances interdits aux enfants ? Eh bien, oui, ça existe déjà. C'est en Allemagne, il existe vraiment des hôtels interdits aux mouflés. Des vacances garanties sans caprice et sans jeter du biscuit à demi-mâché à la table d'à côté au petit-déj, sans réveil en pleine nuit à cause des pleurs venant de la chambre du haut ou les complaintes de la mégère qu'on tente d'apprivoiser. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Oui, je m'égare un peu, mais c'est pas grave. J'essaye sans grande conviction de me faire une raison. Je me pose aussi cette question, où il m'arrive de cogiter. Les salariés vraiment lésés seraient-ils en définitive ceux qui n'arrivent tout simplement pas à prévoir à l'avance ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être bien qu'on devrait acheter des actions dans une maternité. Là au moins on est sûr qu'on serait les premiers servis en attendant de... C'est très bien sauf une chose. Les lieux de vacances adultes, on lit existe partout dans le monde. Partout dans le monde, y compris au Maroc. Déjà, des hôtels qui sont entièrement réservés aux adultes. Ça, je savais pas. Autre erreur, Rafiq, si je peux me permettre. Ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pas qu'ils n'ont pas de vacances du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la priorité pour choisir leur date. C'est quand le bureau Val décidera quand la priorité des vacances scolaires est donnée. Et moi, je suis tout à fait pour. Tant que j'avais pas d'enfants, j'ai jamais eu de vacances en juillet-août. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était bien. Mais dans ce cas-là, quand t'as pas d'enfants, les billets moins chers. C'est vrai. Le monde, t'as parfaitement raison. Le monde sur les plages, pas de densité, effectivement. Tranquille. Mais une fois que t'as des enfants, n'importe comment. C'est ça. T'as pas le choix. Mais il y a un truc nouveau, c'est quand t'as pas d'enfants et qu'en plus ils bossent dans le digital, t'as pas de vacances du tout. Ça, voilà, ni en juillet, ni en août, ni même en septembre, ni même le reste de l'année. Voilà. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut... Enfin, moi, je pense que l'idéal, il faut entreprendre. Il faut choisir ses propres vacances. Il faut être... Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde, tout le monde a compris aujourd'hui que le monde du salariat est une parenthèse de l'histoire. Et cette parenthèse, je pense qu'elle a débuté après la première révolution industrielle et va se terminer à un moment ou à un autre.
40% des salariés aux États-Unis à horizon 2030 vont être des freelances. Donc ça a déjà commencé avec le mouvement Quit. Le mouvement Quit aux États-Unis. Mais j'aimerais juste ne pas fantasmer beaucoup sur le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est pas aussi rose que les gens veulent bien. Non, mais ce qu'il dit, il a parfaitement. Non, mais il a raison dans l'absolu. Mais je veux dire par là, c'est que le virage, c'est pas si évident que ça d'entreprendre aussi. Le monde du salariat aujourd'hui, que ce soit dans de nombreux pays européens, on parle beaucoup des États-Unis, effectivement, qui étaient en amont, mais en Europe et dans de très nombreuses sociétés, il n'y a plus de salariés. C'est dur. Mais freelance. Après, le freelance a aussi ses avantages. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que le monde du salarié a aussi les siens, qui sont donc une certaine sécurité que tu n'as pas quand tu es dans le freelancing ou quand tu as de l'entrepreneuriat, c'est une réalité. Est-ce que ça ne permet pas de... De quoi ? De se battre davantage. Se battre davantage c'est une chose, mais y arriver en est une autre. Je dis juste pour avoir celle qui est arrivée, voilà. Je veux juste dire pour avoir été les deux, donc salarié et entrepreneur et tout ça à la fois. Affirmez-vous parce que sinon nous ne vous laisserons pas parler. Non, du tout. Je dis juste qu'il ne faut pas vendre une chimère non plus. J'apprends, ça me permet de réfléchir aussi à la chose, mais par contre, je sais très bien que c'est pas facile. Mais le freelancing est quelque chose. Alors je vous donne par exemple un exemple. Dans le digital aujourd'hui au Maroc, moi j'ai beaucoup de salariés par exemple qui sont passés en freelance parce que ça les arrange financièrement et parce que in fine quand on voit les crises qui se passent et qui se succèdent, il n'y a aucune sécurité qui existe. En fait, la sécurité, elle n'est réellement que dans nos têtes. La meilleure sécurité, c'est la sécurité qu'on produit pour nous-mêmes, pas celle qui est garantie par quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans les multinationales aujourd'hui qui se font virer, et je ne parle pas de petits nombres, en milliers, en dizaines de milliers de personnes. Donc, tout le monde attend une crise à horizon 6 mois ou avant la fin d'année, les salariés, ils vont peut-être en souffrir. Donc il y a une vraie question. Je pense que ceux qui souffriront aussi davantage, ce sont les entrepreneurs. Du coup, on est en crise. Lancer un business maintenant, comme dit Alain moi, peut-être le meilleur business à lancer actuellement, c'est de pas lancer du tout. À l'horizon du crise qui se profile dans 6 mois. Au contraire. Alors, je vais vous dire mon avis. Les meilleurs. Alors, si vous prenez la dernière crise mondiale, qui est celle de 2008, toutes les grandes plateformes américaines, oui, toutes les grandes entreprises aujourd'hui qu'on connaît, les innovations qu'on a aujourd'hui comme Uber, Airbnb, WhatsApp, etc., ils ont été créés au moment de cette crise. Parce qu'en fait, dans une crise, il va y avoir des transformations sur la demande qui vont se faire, sur les marketplaces, sur les équilibres des marchés qui vont se faire, et c'est là où il y a des opportunités. Après, comme est-ce que Zoheb, justement, par rapport à toute cette révolution, parce qu'on peut parler depuis une petite dizaine d'années maintenant d'une véritable révolution numérique qui va de plus en plus loin, vous la voyez comment là, à venir, pour nous au Maroc? Déjà au Maroc, on ne parle pas de révolution digitale, on ne parle pas de transformation digitale, on parle de transition. Donc on est loin, bête. Voilà, on est très prudent. Je suis à l'ENA, on fait les choses, on passe d'un état à l'autre, etc. Je pense que... On tâte. Fallait qu'il la sorte. Non, il fait tout. Non, mais c'est bien. Non, mais il faut un peu détendre le truc. Oui, mais c'est passionnant. Tâton. Allez-y. Non, mais en tout cas, au Maroc, ça a toujours été le cas, que ce soit dans le digital ou dans d'autres domaines. On est toujours dans une logique de prudence et on construit toujours sur des petites étapes, des petits pas, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde va changer. Il est déjà en train de changer. C'est pas pour faire peur aux gens, mais déjà aujourd'hui, on est en train de vivre dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on vivait il y a 10 ans. Que ce soit en termes de comment on vit au quotidien, comment on commande, comment on consomme, comment on produit. Et je pense qu'on n'est peut-être pas suffisamment conscient aujourd'hui de la transformation qui est en train de nous entourer. Parce que dans 5 ans, c'est en fait toute la manière avec laquelle on produit. Je vous donne juste un exemple très simple. Aujourd'hui, le travail, il a toujours été construit sur la rationalité. Sur les gens qui sont rationnels, qui arrivent à... ça, c'était le propre de la première, deuxième révolution industrielle. Maintenant, tout ce qui est rationnel va être transformé par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle, etc. Donc, ce qui va rester... Par contre, ce qui va rester, c'est quoi ? Ce dont on aura besoin dans le marché du travail, c'est pas le rationnel, c'est l'émotionnel, c'est le créatif et c'est le social. Et donc, l'intelligence proprement féminine, et ça, c'est une chance pour les femmes, l'intelligence féminine va être plus demandée dans le marché du travail que la rationalité et le... Donc c'est mort pour nous, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faut découvrir son côté féminin. Nous sommes dépassés. Pourquoi où est le plus ? En fait, le plus, c'est que, comme j'ai dit aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un métier de comptable ou un métier d'avocat ne servira plus à rien dans un monde où, en fait, c'est des algorithmes qui vont prendre des décisions. Donc, en fait... On aura besoin de quoi ? Même le médecin, par exemple, pour faire un diagnostic, on n'a pas besoin d'un médecin pour faire les diagnostics, mais on a besoin d'un médecin
pour accompagner le patient psychologiquement. Pour le soigner. Pour le soigner d'un point de vue psychologique, pour l'accompagner dans le processus de soins. C'est pas un algorithme qui va vous consulter physiquement. Non, ça peut être des machines. Aujourd'hui, les machines, entre avoir des symptômes est une chose, mais avoir une vraie consultation physique d'une personne qui vous verra, qui vous tâtera. Non, mais autre chose par rapport à ce que... Alors, j'ai vu une émission, par rapport à ce que vient de dire Joël. Moi, j'étais comme toi. Je regarde l'émission, je reste coché et je veux la machine. Ah ouais. Je veux la machine. Je vais te dire pourquoi. La machine, elle te mesure toute la température de ton corps. Il y a une espèce de laser qui arrive à identifier en fait la partie de ton corps qui est en souffrance. Okay. C'est une sorte de scanner, quoi. C'est un scanner. Oui, on te scanne. La machine te scanne. Mais c'est là où je voulais en venir. Regarde, quand tu es malade, et que le médecin, il y a un problème, tu vas aller passer l'IRM. Ouais. Tu vas aller passer le scanner, tu vas pour bonbon, machin. Là, en fait, tu as une machine qui fait tout, qui va te faire ton diagnostic. Ensuite, bien évidemment, tu vois un médecin pour mais te soigner. Oui, mais l'analyse, en fait, de cette intelligence artificielle est multipliée, donc, en fait, multipliée par 1000. Aujourd'hui, pour le diagnostic. Mais après, il faut le médecin derrière. Parce que moi, si j'ai une machine qui me scanne et qui vient me dire, grâce à un algorithme, et qui m'écrit sur une phrase que je vais mourir dans 2 mois, ça ne m'arrange pas. Non, mais sauf que le médecin... Pour parler. Sauf que le médecin va contester les analyses de la machine, va dire non, je vais te faire les miens. C'est comme ça que ça se passe. Non, parce que, en fait, les médecins, aujourd'hui, l'utilisent. Il y a des médecins qui l'utilisent. Ils l'utilisent déjà. Ouais. Pas beaucoup encore chez nous, mais ça y est. Aux États-Unis, c'est ça. Ça marche énormément. Encore une fois, on n'est pas dans le remplacement de l'humain. Il faut juste être clair. On est dans l'humanisation de l'humain. Les choses qui sont... Je suis désolé. Est-ce que l'être humain... La machine, vous voulez dire? Non. L'humanisation de l'humain. Est-ce que l'humain a été créé pour faire des calculs? Est-ce que l'humain a été créé... Est-ce qu'il n'a pas été créé pour créer, pour être créatif, pour être social, pour échanger, pour être émotionnel? Je pense que le propre de l'humain n'est pas forcément la rationalité. Donc, pourquoi on va continuer à faire du travail rationnel? Pourquoi on va obliger le médecin de faire un travail rationnel qui peut être fait par la machine? Ça l'aidera et ça évitera des erreurs de diagnostic dont on souffre tous. Il y a énormément parfois d'erreurs du diagnostic qui peuvent être faites par le médecin. Le médecin reste la personne qui décide, mais il va accompagner sur un plan émotionnel, il va intervenir quand il peut en fait améliorer et pousser un peu le diagnostic. Moi, je ne suis pas forcément dans cette logique où on dit... Moi, je pense qu'encore une fois, l'humain, son propre, c'est vraiment la capacité de créer, la capacité d'être un animal social et un être plein d'émotions. Surtout. L'empathie, c'est ce que tu n'auras jamais dans une machine. Regarde, ne me demande pas parce qu'ils vont parler avant toi. Ouais, juste, tu as donné une information l'autre jour d'ailleurs. Alors, on consacrera, et j'aimerais beaucoup que vous acceptiez notre invitation, je la programme dès maintenant pour qu'on parle du métaverse. Ce monde parallèle, on ne pourra pas l'aborder aujourd'hui, on n'en aura pas le temps, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à expliquer. Le Maroc, on avance petit à petit. L'autre jour, Rimel, juste dans la matinale, tu parlais d'une nouvelle qui m'a laissé sans voix dans ma voiture en t'écoutant, l'intelligence artificielle qui avait des émotions et c'est une réalité. Juste, tu rappelles pour nos auditeurs de quoi il s'agissait? Alors, c'est un ingénieur qui a fait une très grande déclaration et d'ailleurs qui lui a coûté sa place. Très cher. Parce qu'après, il s'est fait virer parce qu'il n'avait pas le droit de parler de ça. Il a dit en fait qu'il y a une intelligence artificielle qui est capable d'avoir des sentiments et des émotions. Donc qui existe aujourd'hui déjà. Voilà, exactement. Voilà. Donc qui est capable de ressentir toutes ces choses. En fait, c'est Facebook. C'est Google. Exactement. C'est Black Lemoine, il s'appelle. Non, c'est Facebook. C'est Facebook. Ouais. Il s'appelle Black Lemoine, c'est un ingénieur. Ouais. Il a même demandé un avocat. Allez-y, Zoé. Oui. Non, en fait, il s'est rendu compte, donc c'est une intelligence artificielle qui parle, donc qui discute, effectivement. Et en fait, il s'est rendu compte à un moment que dans la discussion, alors, moi j'invite tout le monde qui nous écoute à regarder le transcrit de cette discussion. À un moment, cette intelligence artificielle a commencé à avoir quelque chose qui ressemble à une conscience. Donc c'est ça en fait qui a fait un peu peur. Et bon, encore une fois, moi je ne suis pas en train, je ne fais pas d'avis, on va dire sur la chose. Encore une fois, je pense que ça, on n'aura jamais quelque chose qui va remplacer l'homme. C'est l'homme à son propre. La créativité est un propre de l'homme. L'émotion et l'empathie, comme vous avez dit, est quelque chose que ne peut pas avoir la machine. Elle peut le simuler, par contre, mais on n'aura jamais
l'empathie qui est basée sur des sentiments, sur des émotions, etc. Je vous promets, on va y consacrer une émission. On va revenir juste sur le volet économique. Tu avais une question, Oui, Rimel. j'avais une question tout à l'heure. Vous avez évoqué un chiffre. Vous avez parlé de 10 000 boutiques au Maroc, boutiques en ligne au Maroc. Comment est-ce qu'on est classé par rapport à nos voisins du Maghreb? Sincèrement, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que... Je crois qu'on est 7e, en préparant l'émission, 7e sur le continent africain. D'accord. Ce qui n'est... Tu avais dit Maghreb. Ouais, j'ai dit Maghreb. On est les premiers. Logiquement, on devrait être les premiers par rapport à l'Algérie et la Tunisie. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Par contre, je pense que le e-commerce s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons en Afrique. Beaucoup. C'est-à-dire des pays comme l'Égypte, le Nigeria ou le Kenya. Je pense qu'il y a énormément de... en fait, il y a une raison à ça. C'est que la réglementation, elle est beaucoup plus souple dans des pays anglo-saxons que dans des pays francophones. Alors, quand vous parlez de réglementation, c'est quoi? Alors, je vous donne un exemple. Si je prends, par exemple, aujourd'hui dans le domaine des fintechs, c'est-à-dire des solutions de paiement, par exemple, dans des pays francophones, le Maroc en fait partie, il y a une réglementation bancaire qui est très forte. Donc, il y a une sorte de... on va dire, pour avoir l'autorisation de gérer des soldes ou des crédits des clients, il faut être établissement de paiement. Et pour être établissement de paiement, il faut faire un dépôt de 10 millions de dirhams chez la Banque centrale et il faut un certain nombre d'exigences sur le plan technologique, etc., etc. Alors que, par exemple, dans un pays comme le Kenya, c'est un peu plus souple, il y a moins de contraintes, etc. Alors, on peut en discuter parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est ce qui fait que le Maroc a un système bancaire qui est très stable, qui est très solide, etc. Mais je suis désolé, par exemple, prends le mobile payments en Afrique, on le trouve partout. C'est un truc qui a été inventé en Afrique. Au Maroc, ça fait des années qu'on en parle. On n'en a pas encore le début du commencement parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas que ça marche. Fort possible. Non, mais c'est vrai, c'est fort possible. Mais enfin, en même temps, le Marocain, il a un rapport très spécial avec l'argent. Ouais. Oui, et Zoël que j'ai eu au téléphone hier, d'ailleurs, de nombreuses plateformes de e-commerce, et vous pouvez nous le confirmer, je veux dire, tu commandes, mais en revanche, le Marocain n'est pas encore totalement confiant, a encore peur. Moi, personnellement, j'y crois pas. Non, c'est pas ça. Et du coup, tu es obligé, je veux dire, tu payes en cash quand tu es livré. Oui, mais alors les problèmes, ce que vous me disiez, les problèmes de trésorerie aussi, parce que tu achètes, donc tu payes, mais tu touches l'argent qu'après. Ouais, le problème, c'est que quand on te demande ta carte, généralement, tu quittes la fenêtre. C'est de quoi elle parle. Tu te mets à courir. C'est quand tu vois le montant que tu te mets à courir. Non, c'est quand on me demande les données de ma carte. C'est ça, on n'est pas encore confiant suffisamment. Moi, je pense là aussi... Il y a eu tellement d'arnaques aussi. Non, il y a eu des arnaques, il y a eu des problèmes qu'on a eu, techniques, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas une culture de confiance sociétale qui permettrait de supporter des solutions de ce type. Par exemple, aux États-Unis, des transactions jusqu'à $50 000 se font au téléphone. On paie et on donne la carte au téléphone à un commerçant. On va parler de politique. Vous suivez un petit peu, puisque vous êtes dans le monde digital, vous suivez un petit peu nos politiques sur les réseaux sociaux? Non, vous avez le droit de dire non. Très peu. Très peu. On va voir, parce que notre parlementeuse est allée sonder, voir comment, si les Marocains suivaient nos politiques sur les réseaux sociaux. La parlementeuse. La parlementeuse. Fthia, tu te souviens quand je commençais la parlementeuse, les premiers jours, tu m'avais demandé d'installer Twitter. Oui. Pour suivre un peu nos politiques. Un peu plus nos politiques, exactement. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé Twitter, bien évidemment. La première personne qu'il faut suivre, c'est qui? C'est notre chef du gouvernement. Du coup, je suis allée, j'ai tapé Aziz Akhnouch sur la barre de recherche. Le problème, c'est qu'il n'est pas sur Twitter. Et en revanche, il a Instagram et pas très actif non plus. Puis j'ai cherché Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances. Elle aussi, on la trouve un peu nulle part. Alors, ni Insta, ni Facebook, ni Twitter. Idem pour le ministre de la Santé, Khalid. Non, même pas LinkedIn. Idem pour le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb. Il est introuvable sur les réseaux sociaux. Aucune page officielle n'apparaît. Nizar Baraka, pas trop d'abonnés sur Insta. Il est tout de même à... il est sur Twitter, ouais, désolé. Il est sur Twitter. Il est assez actif quand même. Il a 17 000. Ouais, c'est un peu le premier de la classe, lui. Et puis Abdellatif Wahbi, ministre de la Justice, 8 000 abonnés.
pas mal. Mehdi Belzeid aussi, il gère plutôt bien sa communication sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que la plupart de nos ministres sont réticents et frileux par rapport à ça. Alors, surtout que Facebook et Twitter sont devenus des outils familiers de beaucoup de Marocains. Et pourtant, quand je vois très très actifs, mais qui connaissent les élections. Que ce soit les ministres, les parlementaires, les chefs de partis politiques, ils se ruent sur les réseaux sociaux pour communiquer pendant les élections, pas sur seulement leur les réseaux campagne. sociaux, hein. Ils sont actifs tout le temps. Partout, exactement. Après, ils sont là à réagir, voilà, ils réagissent sur les questions d'actu ou tout simplement pour marquer leur présence, histoire d'être dans l'air du temps. Et j'ai fait un décompte. Je suis fière de moi, j'ai fait un décompte. J'ai cherché les 25 ministres marocains sur Facebook. Alors, sur les 25 ministres marocains, seulement 6 ministres disposent d'une page Facebook à leur nom, qui permettent aux Marocains finalement d'aimer celle-ci et de suivre leurs actualités. Et du coup, je voulais aussi avoir l'avis de nos jeunes Marocains quand même sur la présence de nos politiques. Est-ce qu'ils les suivent ou non? Est-ce qu'ils les follow, comme ce que j'ai essayé de faire avec les autres? Et on les écoute pas trop quand même. Ah ouais? Ouais, alors on écoute. Je ne suis pas vraiment de personnalité politique sur les réseaux sociaux parce que je pense que les infos me suffisent. Et je pensais également qu'il n'y a pas vraiment de dialogue de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant entre ces personnalités politiques et les gens autour et le peuple. Je ne suis pas fan de السياسة سواء زعما في المغرب ولا خارج المغرب mais parfois كنشوف شي لعيبات هكا sur Instagram شي عنوان كبير كيدوي على شي لعيبه مي ما نقدرش نتعمق ونبقى زعما متشبع عليها ما عنديش مع السياسه en général. Pour ma part, personnellement non. Je ne suis aucun de nos politiciens marocains sur les réseaux sociaux. D'abord parce qu'il n'y en a aucun qui puisse m'inspirer ou en qui je pourrais dire que j'ai une ferme confiance de changement, en tout cas de dire aussi les choses. Puis aussi, je me suis déjà abonné auparavant à quelques politiciens sur Twitter, mais ils sont généralement pas actifs, donc c'est pour la simple raison que je me suis désabonné à eux. En tant que Marocain résidant à l'étranger, je suis plus les personnalités politiques françaises parce qu'elles ont compris qu'elles devaient attirer les jeunes et c'était sur les réseaux sociaux qu'elles pouvaient faire ça, donc elles sont très actives, contrairement aux personnalités politiques marocaines. واش بغيت نقول لك لا تنتبع السياسيين في الانستغرام ولا في الفيسبوك ما تنتبع انا داك الشيء كاع خاطي انا انستغرام عندي فيه المغنيين والراقصين والراقصات المغنيين والمغنيات البرلمانيين السياسيين ما تنشوفهم حتى في البرلمان كاع عاد بغيت نتبعهم انا عندي هنايا كاين شي بهجه كاين شي نشاط كاين شي لايف في الضحك والتنشاط مع راه كاين. C'est un formidable mot de la fin, je trouve. Vraiment, ça clôt parfaitement. Et c'est vrai. Enfin, on le dit depuis le début de la saison, elle a fini par abandonner le Parlement, elle n'y va plus parce qu'on ne veut pas lui donner de déclaration haute. Mais c'est vrai qu'en France, par exemple, mais également l'Espagne, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la France parce que pays voisin, mais l'Espagne, encore plus proche de nous, les politiques... Alors, ce n'est pas vraiment eux, hein, vous vous en doutez, hein. C'est une armada de communicants en fait, qui gèrent leurs réseaux sociaux, mais n'empêche qu'ils sont extrêmement présents. Et aujourd'hui, Zouhair parlait de cette transformation, les déclarations les plus importantes. Bon, Twitter, il y a énormément de politique dessus, moins sur Facebook ou Instagram, parce que ça faisait sérieux au début peut-être, mais les déclarations les plus importantes vont être faites quelquefois par des chefs d'État eux-mêmes sur Twitter. Il y a 2-3 ans, il y a 2-3 ans, c'est une réalité. Ouais. Il y a 2-3 ans, nous avons eu 2 personnalités politiques qui sont vraiment aux antipodes, qui étaient extrêmement présentes sur Twitter. C'était Trump aux États-Unis, évidemment, et c'était Saadine Asmani chez nous au Maroc. Oui, c'est vrai. C'est des personnes qui ont beaucoup communiqué sur Twitter. Oui, c'est vrai. Je pense fondamentalement, et quand je vois les exemples, en fait, ceux qui sont les plus actifs, ce sont ceux qui sont réellement politiques, parce que tous ne le sont pas. Maintenant, la question, est-ce qu'ils doivent y être ou pas? Moi, je préfère qu'ils n'y soient pas. Au moins, on est tranquille. C'était marrant, Trump, honnêtement, c'était marrant. Même c'était marrant jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne rouge et qu'il appelle tous ceux qui le suivaient, que ce soit sur Twitter en particulier, d'aller envahir le Capitole. Ça s'est quand même passé sur les réseaux sociaux. Le problème avec les ministres, c'est qu'ils ont beau avoir 20 000, 30 000, même 500 000 abonnés, c'est qu'il n'y a pas de réactivité avec les internautes.
C'est-à-dire que s'ils publient, par exemple, je sais pas, ils vont publier Ils un vont pas communiqué. laisser le commentaire, ils vont Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de like. Donc, voilà. Mais le hic, donc du coup, il n'y a pas tous le ces débat. ministères ont un département de communication qui ne fonctionne pas. Et ça veut dire aussi qu'ils n'ont rien compris aux réseaux sociaux. Sincèrement. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, non, mais ils s'en fichent complètement. Ils ont un mandat, ils vont le remplir et remplir les poches en même temps. Et puis voilà. En fait, la raison aussi, c'est est-ce qu'ils ont réellement cette légitimité populaire et est-ce qu'ils ont besoin de l'avoir? C'est-à-dire, ils vont investir en termes d'efforts pour créer une communauté, pour la maintenir, pour être réactifs, justement. En tout cas, certains le font. Je ne dis pas que la totalité. Zoël, vous êtes consultant. Oui. Vous êtes consulté par des partis politiques. Très franchement, sincèrement. J'ai travaillé. On a travaillé avec un. Mais dites pas les élections. Non, on a travaillé avec en dehors des élections, très peu en dehors des élections. Pendant les élections, il y a eu plusieurs. Non, mais les élections, ça compte pas. C'est autre chose. C'est de la séduction. Mais est-ce que vous êtes consulté sur cette justement non, rien. Très peu. Enfin, il y a eu de temps en temps quelques sollicitations, mais on sent. Et d'ailleurs, je vais peut-être dire, on sent en fait que fondamentalement, c'est pas la priorité. La communication n'est pas la priorité du politique marocain, et on sent que aussi il n'y a pas la professionnalisation de la fonction. Au même titre d'ailleurs que les artistes, etc. On peut pas. C'est pas des choses qui se gèrent de manière individuelle. C'est des choses sur lesquelles il faut avoir une équipe, il faut avoir un manager, un communicant, etc. Exact. Zoël, on va parler de sport, de foot. Il y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Il trépigne depuis tout à l'heure, on va l'envoyer sur le stade. Non, il est juste dégoûté en fait parce que je pense que le fait que Yassine ne soit pas là me fait faire pchit à ma chronique. Mais on l'embrasse très fort, il est un petit peu malade. Effectivement, et puis voilà, la moitié de la chronique était consacrée. Donc en fait, je vais te rappeler des bons souvenirs. Vas-y. J'y vais. Vas-y. Bonjour Laouni. Comment ça commence bien la première phrase. Non, parce que tout le monde ici a percuté en fait. Là tu vas encore davantage percuter. Parce que Yassine Tabouktif, tu démarres. Non mais attends, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Ne me coupez pas, vous allez voir. Je ne te coupe pas. Comment allez-vous ma chère? Ça vous dit déjà quelque chose? Ouais, mais Kojak, oui. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Martin, retraité et installé à Marrakech depuis 5 ans. Déjà là, elle a tout percuté. Ancien fonctionnaire de la gendarmerie nationale de Marseille, spécialisé en le contrôle d'identité, je pense que vous vous posez la question de savoir pourquoi je me suis installé au Maroc alors que je déteste les Maghrébins. Ça te parle? Non, parce que, voilà. Alors, en fait, comprenez-moi, c'est que dans ma générosité extrême, en fait, j'ai absolument tenu aujourd'hui à remettre dans le bain ici nos amis présents, donc Rafik et Rimel, qui n'étaient pas avec nous à Marrakech et qui ont donc raté la pépite radiophonique commise par mon divin chauve Yassine Tabouktir, dont la vérité je ne me lasse pas. Et bien plus que son génie créatif, en fait, c'est surtout la réaction de nos invités qui a été magnifique. Allez, je vous propose de découvrir. Cassez-vous, allez manger vos steaks d'algues et laissez-nous tranquilles. C'est pas marrant, mais c'est pas grave, je m'en bats les steaks. C'est super drôle. Voilà, je m'en bats les steaks, messieurs, dames. T'as raison, Yassine. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Je fais ça parce tu veux pas arrêter à la place? Parce que je me suis enflammé. Donc en gros, j'étais dernièrement en train de naviguer dans les pénombres du web marocain et j'ai découvert une jeune artiste marocaine du nom de Sarah Arish qui reprend un vieux poème oladino issu du répertoire séfarade qui s'intitule Sinon vous faites le Marrakech. Et je vous invite à kiffer avec moi cette petite pépite Hamza Khouya. Mais la musique, au revoir, c'est fini. L'émission est finie, messieurs dames. Oh, arrêtez-le s'il vous plaît. Je pense que ça restera l'un des meilleurs moments de cette saison. Comme dit Ahmed, c'est là, c'est visuel. Il faut que vous voyez en fait. Non, c'est visuel. Encore une fois, suivez l'émission sur le réseau. Alors si vous avez arrêté vous avez raté ça. Non, bien sûr, je vais faire les chroniques, mais je voulais absolument rendre hommage à mon ami Yassine en fait. Il a eu le courage de faire un sketch. C'est ça, non mais sérieusement. Donc maintenant que ma relation avec mon ami Yassine est complètement déglinguée. Oui, c'est un peu foutu. Mais bon, j'ai quand même réussi à vous tirer quelques sourires. Je peux donc prendre mes aises pour vous dire à quel point en fait notre saison sportive qui tire à sa fin est encore passionnante. Donc c'est pas un bilan qu'on fera certainement la semaine prochaine, mais juste une promesse qu'elle sera passionnante. Donc il y a tout d'abord notre boto là, donc sauf accident, elle sera, je sais pas si notre invité le sait, pour le Wydad de Casablanca, donc boto la Mazel Masalat du Maroc, quasiment. Terminé une saison incroyable, donc ce club-là aura également décroché des champions africaines. Et donc là, bravo et respect à son entraîneur Regragui qui a fait avec un groupe restreint et de qualité moyenne, sans pouvoir recruter à l'intersaison. Je sais que ça énerve Rimel, mais ce sont des faits. Donc il en a tiré le maximum de ce groupe-là, et c'est la marque des grands. Et un autre grand bonhomme qu'on a aussi à qui j'aimerais rendre hommage, et c'est toute autre actualité, c'est Hichem Gig.
dont on a déjà parlé. Donc il est l'entraîneur de notre équipe nationale de futsal qui est en train de tout déchirer en Coupe arabe en ce moment même en Arabie Saoudite, où il a mis 35 buts en 3 matchs seulement. 35 buts, c'est énormissime. Donc en fait ils sont double champions d'Afrique et ils se baladent en ce moment en fait sur les parquets saoudiens où ils sont les favoris de l'épreuve. Et ça fait un plaisir monstre en fait en ces temps pourris où la vie est de plus en plus chère, où l'essence est de plus en plus chère, où Yacine Cissé avec courage et l'humour face à des humoristes impitoyables et où le Covid en fait repart en haut chez nous. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à ce qui marche. Et ce qui marche bien plus que le commerce en ligne, c'est le sport. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut qu'on suive nos athlètes aux Jeux méditerranéens à Oran, où ils ont été super bien accueillis d'ailleurs hier, en Algérie, à partir de demain et jusqu'au 5 juillet prochain. Et je vous demande aussi de faire un triomphe et de soutenir nos jeunes filles qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines à partir du 2 juillet et jusqu'au 23 Maroc. Alors les amis, déplacez-vous en terrain, faites du bruit et de la fureur parce qu'elles sont jeunes, elles ont du talent et elles en veulent. Et vous verrez en fait qu'au bout du chemin, à l'eau de vos vacances, donc en août prochain, vous réaliserez à quel point en fait notre année sportive a été riche et aboutie. Et s'il y a bien un truc qui a marché chez nous cette année, c'est bien ça. Et les pépites de Yacine dans l'hebdo aussi. Bien évidemment. Voilà. Je pense que Yacine ne me parlera pas pendant les 3 prochaines années. Très très gros bisous à Yacine qui malheureusement n'est pas là. On va terminer dans un instant d'ailleurs, dans quelques secondes avant de me faire taper dessus par la régie, sur la pépite de Yacine qu'il a préparée. Une dernière petite question, Zouhel. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour exploser? Nous déjà, rien que nous, aujourd'hui, demain je veux monter quelque chose, moi, dans le digital. Et j'ai un petit peu peur, de perdre des billes, quoi, tout simplement. C'est plus dangereux de monter aujourd'hui une véritable structure ou c'est plus dangereux sur le digital? Est-ce que je prends de gros risques en clair? Ou est-ce qu'on doit se tenter, on doit y aller? Je vais me permettre quand même de réagir par rapport au Wydad. Moi, le Rajaoui que je suis, magnifique, je j'attendais. suis très content pour cette belle équipe. Mais est-ce que le Wydad est quasiment champion ou pas? Franchement, il est champion. Mais dites-le lui, Voilà, à cette il est demoiselle champion. qui essaie de se raccrocher à des branches. Dites-le lui. Regardez. Dites-le lui, 3 matchs, 6 points d'avance. Dites-le lui, monsieur Zouhel d'ici. Elle connaît rien. Je suis Rajaoui de cœur, mais je trouve que le Wydad, il a fait une saison magnifique. L'entraîneur, Walid El-Greghi, est vraiment un modèle. Écoutez, c'est pas dans les blocs qu'il faut en parler, c'est dans la Bonbonera que je vous invite à écouter tous les soirs à partir de 18h. On n'est jamais même série par soi. La promotion qui se fait. Exactement. On a oublié le digital, mais bon, comme quoi le sport est finalement... Zouhel, on doit se lancer ou pas? Moi, je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Est-ce que c'est beaucoup plus dangereux financièrement? Moi, je ne crois pas. Le digital ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Par contre, je vais vous raconter une petite histoire en 2 secondes. J'ai une société, une start-up dans laquelle j'ai investi il y a 1 an. Cette start-up, elle valait 5 millions de dirhams il y a 1 an. Aujourd'hui, elle vaut 90 millions de dirhams. Donc, il faut y aller, il faut trouver la bonne idée, il faut trouver la bonne équipe. Et je pense que s'il y a aujourd'hui un secteur, alors le gars, bien sûr, qui a 80% de cette boîte, il a aujourd'hui... Bien sûr, c'est encore virtuel, mais il a encore. Il faut qu'on se voit en tête à tête, vous et moi, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. C'est pas du conseil qu'il faut demander, il faut l'épouser, ce garçon. Je pense qu'on va le ramener en chroniqueur avec nous et que chaque semaine, il va nous donner des bonnes astuces. Il nous reste que 3 minutes. Un petit clin d'œil, bien évidemment, à Yacine. Habituellement, Yacine Taboutir prépare une petite pépite musicale, une petite découverte. Toi, je pense qu'il t'adressera plus la parole de la vie. Aujourd'hui, il voulait rendre hommage à une grande dame native de Casablanca, plus précisément de l'ancienne Médina de Casa, une icône du patrimoine musical judéo-marocain. Elle est l'une des premières marocaines à avoir brillé dans le genre sha'bi en réussissant à interpréter notamment de morceaux de melhoun ou encore de morceaux de variété. C'est bien évidemment... Le Bridaouia. Bien sûr, oui. Bravo Alec. Et le titre que nous a choisi Yacine pour refermer cette émission, c'est... Je vous le dis pas, vous allez découvrir. Merci à tous, merci infiniment Zouhel. On se dit à très vite. Attends, tout de suite en fait. À tout de suite dans mon bureau d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve et ne la manquez surtout pas, ne manquez pas celle-là déjà. Et la semaine prochaine pour la dernière. On vous embrasse très fort. À vendredi prochain.